Le bureau de M. Tompkins sentait le vieux papier, la fumée de cigares et quelque chose d'autre. Peut-être la déception. Amalia était assise dans un fauteuil. En cuir rigide, les bras croisés sur la poitrine, regardant par la fenêtre une rue de Londres où la pluie martelait les pavés. Elle était venue en ville spécialement pour cela. La lecture du testament de sa tante Hortense, décédée 3 semaines plus tôt dans son domaine du Devon. Amalia ne se faisait pas de grandes illusions sur l'héritage. Tante Hortense était une vieille dame excentrique qui avait vécu en recluse ces 20 dernières années, parlant principalement à son chat personne et collectionnant des bergères en porcelaine. Mais même une petite somme aurait été la bienvenue. Le toit de l'aile est de son domaine fuyait depuis 2 ans, et les fonds pour les réparations manquaient cruellement. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Amalia entendit une voix familière, grave et d'une assurance irritante. « Monsieur Tompkins, je suis un homme très occupé. Finissons-en rapidement avec cette formalité. » Amalia se retourna et faillit gémir à voix haute. « Lord Alexander Sterling, bien sûr. » Il entra, secouant les gouttes de pluie de l'épaule de sa redingote marron foncé, et se figea en l'apercevant. Ses yeux verts, de la couleur de l'herbe d'été après la pluie, que le diable les emporte, se plissèrent. « Lady Amalia, » dit-il d'un ton glacial. « Quelle surprise !»« Lord Sterling, » répondit-elle avec un sourire tout aussi froid. « Je dirais que je suis ravi de vous voir, mais nous savons tous les deux que ce serait un mensonge. » Quelle franchise rafraîchissante, dit-il en se dirigeant vers le fauteuil en face d'elle, avant de s'asseoir sans même demander la permission. Mais je ne suis pas surpris. L'honnêteté est votre seule qualité. Et l'arrogance est la vôtre, rétorqua-t-elle. Monsieur Tompkins, un gentleman âgé aux favoris touffus et aux lunettes sur le bout du nez, se racla la gorge nerveusement. Je vous prie de m'excuser, milady, my lord, mais peut-être devrions-nous observer une certaine bienséance. Bien sûr, monsieur Tompkins, dit Amalia en se redressant, les mains jointes sur ses genoux. Je vous prie de m'excuser. C'est juste que la présence de Lord Sterling a toujours sur moi un effet relaxant. Alexander renifla. Vous voulez dire irritant. C'est exactement ce que j'ai dit? L'avocat retira ses lunettes, les essuya avec un mouchoir et les remit sur son nez. Bien, commença-t-il en ouvrant un épais dossier. Je comprends que vous soyez tous deux surpris de vous trouver ici, mais cela deviendra clair dans un instant. Voyez-vous, la défunte Lady Hortense Hargreave était une parente éloignée de vous deux. Amalia cligna des yeux. De nous deux? Oui, milady. Du côté maternel, elle était votre tante au 3e degré, et pour Lord Sterling, la nièce de son grand-oncle, ou quelque chose comme ça. J'avoue que l'arbre généalogique de Lady Hortense était pour le moins complexe. Alexander fronça les sourcils. Ce qui veut dire que Lady Amalia et moi sommes de lointains parents, au sens le plus éloigné du terme, my lord, si lointain que cela n'a guère d'importance. Mais Lady Hortense, comme vous le savez, était une femme, aux opinions inhabituelles. C'est un euphémisme, murmura Amalia. Elle avait un chat qui ne mangeait que dans une assiette en argent. Sir Whisker, acquiesça l'avocat. Oui, un magnifique chat persane, très attaché à la défunte. Monsieur Tompkins, dit Alexander en croisant les jambes, visiblement impatient. Pourrions-nous en venir au fait? Qu'a exactement légué Lady Hortense? L'avocat prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait au combat. Toute sa fortune, annonça-t-il. Le domaine de Rivendell dans le Devon, une maison à Bath, des investissements dans les chemins de fer, des actions et des obligations. Au total, environ 50 000 livres. Amalia retint son souffle. 50 000. C'était plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Avec une telle somme, elle pourrait non seulement réparer le toit, mais restaurer toute la maison, payer ses dettes, investir dans de nouvelles cultures. Elle regarda Alexander.
Il avait pâli lui aussi, et dans ses yeux brillait une lueur qui ressemblait à un espoir désespéré. « À qui a-t-elle laissé tout cela ?» demanda-t-il prudemment. M. Tompkins les regarda par-dessus ses lunettes. « À vous deux, dit-il, à parts égales, sous une condition. » Amalia sentit son cœur sombrer. Quelle condition? L'avocat déroula le testament, un long parchemin à l'écriture fleurie, et commença à lire à voix haute, côte soin. Un silence de mort s'installa. Amalia fixait l'avocat, incapable de prononcer un mot. Alexander restait silencieux lui aussi, le visage blême, la mâchoire si crispée, qu'elle semblait sur le point de se briser. Est-ce une plaisanterie? Parvint enfin à articuler Amalia. Je crains que non, milady, dit M. Tompkins en repliant le testament. Lady Hortense était absolument sérieuse. J'ai personnellement assisté à la rédaction du testament, et je peux attester qu'elle était en pleine possession de ses moyens. En pleine possession de ses moyens, s'exclama Alexander en se levant d'un bond. Elle veut que nous nous marions. Lady Amalia et moi ne pouvons pas nous supporter. C'est précisément pour cela, je suppose, qu'elle a imaginé cette condition, dit l'avocat en haussant les épaules. Lady Hortense disait toujours que la haine n'est que de l'amour à l'envers. C'est de la folie, dit Amalia en se levant à son tour. Nous ne pouvons pas nous marier. C'est absurde. Vous pouvez bien sûr refuser, dit M. Tompkins en levant les mains d'un air conciliant. Personne ne vous y force. Mais dans ce cas, eh bien, Sir Whisker sera un chat très fortuné. Alexander fit les 100 pas dans le bureau, passant une main dans ses cheveux. Amalia voyait la lutte qui se livrait en lui, l'orgueil contre la nécessité. Elle ressentait la même chose. 50 000 livres. La moitié, soit 25 000. Cela suffirait pour tout, pour les réparations, pour les dettes, pour ne pas avoir à épouser le vieux baron Crompton, qui la harcelait de ses propositions depuis 6 mois. Mais épouser Alexander Sterling, cet homme arrogant, insupportable, avec son éternel sourire narquois. Combien de temps avons-nous pour réfléchir? Demanda Alexander en s'arrêtant près de la fenêtre. Jusqu'à la fin de ce mois, my lord, ce qui signifie que vous avez 2 semaines pour prendre votre décision et, en cas d'accord, célébrer la cérémonie. Amalia regarda Alexander. Il lui tournait le dos, observant la pluie, les épaules sous-tendues comme des cordes d'arc. « Puis-je parler à Lord Sterling en privé ?» demanda-t-elle. M. Tompkins acquiesça avec soulagement. « Bien sûr, milady, j'attendrai dans l'antichambre. Appelez-moi quand vous serez prêt. » Il sortit, refermant la porte derrière lui. Amalia et Alexander se retrouvèrent seuls. Une minute de silence s'écoula avant qu'Alexander ne se retourne. « Vous avez besoin d'argent ?» dit-il sans détour. « Je le sais. Tout le comté sait que vous avez des problèmes avec votre domaine. » Amalia serra les dents. « Comme c'est aimable à vous de me le rappeler. Je n'essaie pas de vous insulter, dit-il en s'approchant. Je constate simplement un fait. Vous avez des problèmes. Et, pour être honnête, moi aussi. » Elle haussa un sourcil. « Vraiment? Je pensais que le grand Lord Sterling nageait dans l'or. Je le ferais si la récolte de l'année dernière n'avait pas pourri à cause des pluies, dit-il d'une voix sèche. Et si mon intendant ne s'était pas enfui en Amérique avec la moitié des fonds? Alors oui, Lady Amalia, j'ai aussi besoin de cet argent. » Amalia le regarda, essayant de deviner s'il bluffait. Mais il y avait dans ses yeux une sincérité à laquelle elle ne s'attendait pas. « Nous sommes donc tous les deux dans une situation désespérée, » dit-elle lentement. « On dirait bien. » Elle se rassit dans le fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. « Que proposez-vous » Alexander s'assit également, la fixant droit dans les yeux. « Un mariage de convenance. Nous nous marions, nous vivons ensemble pendant 1 an, formellement. Chambre séparée, contact minimal. Nous nous supportons juste assez longtemps pour remplir la condition du testament. Au bout d'1 an, nous recevons l'argent, nous divorçons et nous ne nous revoyons plus jamais.
Amalia y réfléchit. D'un côté, l'idée de passer une année entière sous le même toit que cet homme lui semblait une torture. De l'autre, « Et où vivrons-nous » demanda-t-elle. « Dans votre domaine ou le mien ?»« Le testament ne le précise pas, » dit Alexander en haussant les épaules. « Je suppose que nous pouvons choisir l'un ou l'autre, ou alterner. » Votre domaine est plus proche de Londres, songea Amalia. Mais le mien est plus grand. Le mien est en meilleur état, rétorqua-t-il. Uniquement parce que vous ne dépensez pas d'argent en œuvres de charité, contrairement à moi. La charité, c'est très bien, mais un toit au-dessus de sa tête n'est pas superflu non plus. Amalia sentit l'irritation monter en elle, mais elle se força à se contenir. Ce n'était pas le moment de se disputer. Il fallait trouver un accord. « Très bien, dit-elle, votre domaine. Mais j'emmène ma femme de chambre et mon cocher. »« Babatik Safa. »« D'accord. J'emmène mon majordome et mon cuisinier. »« Votre cuisinier est horrible. Vos dîners sont une insulte à l'estomac. Au moins, mon majordome ne s'évanouit pas à la vue d'une souris, contrairement au vôtre. Ce n'est arrivé qu'une fois. Et ce n'était pas une souris, mais un rat de la taille d'un chat. » Alexander eut un petit rire, et Amalia réalisa soudain qu'ils négociaient, comme deux marchands sur un marché. L'absurdité de la situation la fit sourire à son tour, malgré elle. « Êtes-vous vraiment prête à faire ça ?» demanda-t-elle plus bas. « Vivre avec moi pendant une année entière. » Alexander se renversa dans son fauteuil, les bras croisés. « Pour être honnête, Lady Amalia, vous êtes la dernière femme que j'aimerais épouser. Vous êtes têtue, caustique, vous contestez tout et refusez catégoriquement d'admettre que vous avez tort. »« Quel charmant compliment, » dit-elle en penchant la tête. « Et vous, Lord Sterling, vous êtes arrogant, suffisant, d'une assurance insupportable, et de plus, vous possédez une parcelle de terrain contestée qui appartient de droit à mon domaine. Cette terre appartient à ma famille depuis 3 générations. Uniquement parce que votre grand-père a soudoyé le juge. C'est de la calomnie, et vous ne pouvez pas le prouver. » Et ils se regardèrent et l'air entre eux crépitait de tension. Mais Alexander expira et passa une main sur son visage. « Écoutez, » dit-il d'une voix lasse, « nous pouvons continuer cette querelle éternellement. Ou nous pouvons admettre que nous avons tous les deux besoin de cet argent. Et qu'un an, ce n'est pas si long. 365 jours. Nous évitons autant que possible et attendons que le délai expire. » Amalia savait qu'il avait raison. Elle n'avait pas vraiment le choix. Elle pouvait refuser l'argent et continuer à s'enfoncer lentement dans les dettes. Ou elle pouvait accepter, survivre à cette année et recevoir assez pour vivre tranquillement. « D'accord, » dit-elle enfin. « J'accepte, mais à certaines conditions. » « Lesquelles ? » ?»« Chambre séparée. Pas de devoirs conjugaux. Nous vivons comme des colocataires, rien de plus. Et personne, à part nous et l'avocat, ne doit savoir que c'est un mariage de convenance. »« D'accord, » acquiesça Alexander. « D'autres conditions ? » ?»« Oui. Après 1 an, lorsque nous aurons reçu l'argent, la parcelle de terrain contestée me reviendra. » Il fronça les sourcils. C'est du chantage. C'est la justice. Et le prix à payer pour 1 année à supporter votre compagnie. Alexander la regarda longuement, et Amalia vit les calculs se faire dans sa tête. Finalement, il acquiesça. Soit, mais seulement la moitié de cette parcelle. Les 3/4, les 2/3, et c'est ma dernière offre. Amalia tendit la main, marché conclu. Il lui serra la main, fermement, formellement. Sa paume était chaude et sèche, ses doigts longs et forts. Amalia sentit un étrange picotement à l'endroit où leur peau se touchait et retira rapidement sa main. « C'est donc décidé, » dit-elle en se levant. « Nous nous marions. »« On dirait bien, » dit Alexander en se levant aussi. « Que Dieu nous vienne en aide. »« Il le faudra, » dit Amalia en se dirigeant vers la porte. « Car 1 année avec vous est une épreuve que toutes les saintes ne supporteraient pas. » Réciproquement, Lady Amalia,
dit-il en lui ouvrant la porte avec un sourire narquois, réciproquement. 10 jours plus tard, Amalia se tenait devant l'autel d'une petite église de Mayfair, regardant le prêtre qui lisait la prière d'une voix monotone. À côté d'elle se tenait Alexander, dans une redingote noire stricte, un gilet blanc et une cravate nouée, avec une telle précision qu'il semblait se préparer à une réception royale plutôt qu'à un mariage blanc. Il n'y avait que 2 témoins, M. Tompkins et son clerc. Un vieil homme aux mains tremblantes. Pas d'invités, pas de fleurs, pas de musique. Le mariage le plus triste qu'on puisse imaginer. Amalia portait sa plus belle robe, en soie bleu foncé avec une broderie argentée sur l'ourlet, une taille haute et de longues manches. Ses cheveux étaient coiffés simplement, sans fioritures. Aucun bijou, à l'exception de petites boucles d'oreilles en perles. Elle ne voulait pas ressembler à une vraie mariée, parce que ce n'était pas un vrai mariage. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces 2 personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Amalia retint à grand-peine un rire. Les raisons étaient nombreuses, mais personne n'allait les exprimer. Alexander James Sterling, continua le prêtre. Prenez-vous cette femme pour légitime épouse? Je le veux, répondit rapidement à Alexander, comme s'il voulait en finir au plus vite. Amalia Rose Westmoreland, prenez-vous cet homme pour légitime époux? Je le veux, dit-elle avec autant d'enthousiasme que si elle acceptait une extraction dentaire. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare, mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Amalia et Alexander se tournèrent l'un vers l'autre. Il la regarda avec un léger sourire narquois au coin des lèvres. « Il va bien falloir, » murmura-t-il. « Malheureusement, » répondit-elle. Il se pencha et leurs lèvres se touchèrent, rapidement, sèchement, sans aucun sentiment. Juste une formalité, un sceau sur un contrat. Quand ils se séparèrent, M. Tompkins applaudit. « Félicitations, vous êtes maintenant officiellement mari et femme. » Amalia regarda l'alliance à son doigt, un simple et anneau d'or sans pierre. Elle semblait aussi lourde qu'une chaîne. « Eh bien, dit-elle en se tournant vers Alexander, que notre année en enfer commence. Parlez pour vous, Lady Sterling, dit-il en lui prenant le bras, formellement, comme il se devait. Pour moi, c'est plutôt le purgatoire. Quelle différence, soupira-t-elle en marchant à ses côtés vers la sortie. Dans les 2 cas, on brûle. Derrière les portes de l'église, une voiture les attendait pour les conduire au domaine des Sterling, désormais leur maison commune. Amalia s'assit, arrangeant ses jupes, tandis qu'Alexander s'installait en face. La portière se referma et la voiture s'ébranla. Ils voyagèrent en silence, regardant chacun par une fenêtre différente. Londres défilait, avec ses bâtiments gris, ses cheminées fumantes, ses gens pressés. Tous ces gens étaient libres, et elle venait de s'enfermer dans une cage pour 1 an. Ce n'est pas si terrible, dit soudain Alexander, comme s'il lisait dans ses pensées. Amalia le regarda. Pardon? L'année passera vite. Et ensuite, vous aurez votre argent et vous ne me reverrez plus jamais. Ce n'est pas la pire des perspectives. Elle réfléchit. Vous savez, vous avez raison. C'est même une très bonne perspective. Il eut un rire bref et sec. Je suis heureux que nous nous comprenions. Une entente parfaite, acquiesça-t-elle. Se supporter 365 jours. Puis se séparer joyeusement. Exactement. Ils se turent de nouveau, et Amalia pensa que peut-être ce ne serait pas si horrible. Après tout, le domaine de Sterling était grand. Il pourrait vivre à des étages différents, ne se voir qu'au dîner, mener des vies parallèles. 1 an, ce n'est pas si long. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le domaine de Sterling Hall les accueillit avec un vent de printemps glacial et une odeur de terre humide. Amalia descendit de la voiture et contempla la façade. Un bâtiment de 3 étages en pierre claire, avec de hautes fenêtres et 2 tourelles aux extrémités, couvertes d'un lierre encore nu.
Devant la maison s'étendait une cour de gravier bordée d'ifs taillés. L'ensemble paraissait strict, soigné et un peu sans âme. « Bienvenue chez vous, Lady Sterling », dit Alexander avec une légère ironie, en lui offrant son bras. Amalia l'accepta, car refuser aurait signifié trébucher sur les marches glissantes. « Quel nom charmant !» remarqua-t-elle. « Sterling Hall. On dirait une prison pour criminels de la noblesse. »« Alors, vous vous y sentirez comme chez vous, » rétorqua-t-il. Devant l'entrée, le majordome les attendait. C'était un homme grand d'une 60aine d'années, avec la posture d'un militaire à la retraite et un visage sur lequel pas un muscle ne tressaillit à la vue de la nouvelle maîtresse de maison. « My lord » s'inclina-t-il. « Milady, bienvenue. Je suis Grims, le majordome. Tout a été préparé selon vos instructions. »« Merci, Grims » acquiesça Alexander. « Voici Lady Sterling, je vous prie de la traiter. » En conséquence, Grims s'inclina de nouveau, mais Amalia remarqua une légère surprise dans ses yeux. Apparemment, la nouvelle du mariage soudain de Lord Sterling n'était pas parvenue aux domestiques. Ou alors, ils n'y croyaient pas. Ils entrèrent dans le hall spacieux, avec un sol en marbre et un large escalier menant au premier étage. Les murs étaient lambrissés de chênes sombres, sur lesquels étaient accrochés les portraits d'ancêtres sévères des Sterling. Tous la regardaient depuis leur cadre avec la même expression de désapprobation. « Un endroit joyeux », murmura Amalia en regardant autour d'elle. « Vos ancêtres ont l'air sur le point de sortir de leur cadre pour me faire la morale. »« Ils le feraient probablement, » dit Alexander en retirant ses gants, « s'ils apprenaient que j'ai épousé une Westmoreland. Réciproquement, mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe. » Grims se racla la gorge. « Milady, vos appartements sont prêts. Si vous le permettez, je vais vous y conduire. »« Mes appartements ?» se tourna Amalia vers Alexander. « Au pluriel ?»« Bien sûr, » dit-il en haussant les épaules. « Nous nous sommes mis d'accord sur des chambres séparées. Je vous ai attribué l'aile ouest, chambre, boudoir, garde-robe. La mienne se trouve dans l'aile est, assez loin pour que nous ne nous dérangions pas mutuellement. » Amalia sentit un étrange soulagement et, en même temps, une pointe de déception. Elle ne voulait pas partager son lit. Bien sûr que non. Mais la facilité avec laquelle il s'était éloigné d'elle, comme si elle était une maladie contagieuse, la blessa. « Parfait, » dit-elle froidement. « Alors, je vous prie de me montrer mes appartements. » Elle suivit le majordome dans l'escalier, sentant le regard d'Alexander sur elle. Au premier étage, ils tournèrent à gauche, traversèrent un long couloir avec des fenêtres donnant sur le jardin et s'arrêtèrent devant une porte sculptée. « Votre chambre, milady, » dit Grims en ouvrant la porte. La pièce était grande, lumineuse, meublée dans des tons pastels. Un grand lit à baldaquin, une coiffeuse près de la fenêtre, une armoire en noyer, un fauteuil près de la cheminée. Tout était impeccablement propre et impersonnel. Comme une chambre d'hôtel, pas un lieu où quelqu'un vit. « Le boudoir est par cette porte », indiqua Grims. « La garde-robe, là-bas. Si quelque chose ne vous convient pas, je vous prie de me le faire savoir. »« Merci », dit Amalia en retirant son chapeau et en le posant sur la table. « C'est convenable. » Le majordome s'inclina et sortit, la laissant seule. Amalia s'approcha de la fenêtre et regarda en bas. Les jardins s'étendaient jusqu'à l'horizon, des allées, des parterres de fleurs, des fontaines. Tout semblait bien entretenu, mais vide. Pas une seule personne, pas un seul bruit. Elle passa la main sur le cadre de la fenêtre, sentant le froid du bois sous ses doigts. 1 an, 365 jours dans cette maison, avec un homme qu'elle ne supportait pas. « Tu y arriveras » se murmura-t-elle. « Ce n'est qu'1 an. » On frappa à la porte, interrompant ses pensées. Entrez. Une femme de chambre entra, une jeune fille au visage rond et aux yeux curieux. « Milady, je suis Molly. Lord Sterling m'a demandé de vous servir. Vos affaires ont déjà été livrées et rangées. »« Merci, Molly, » dit Amalia en se tournant vers elle.
Dis-moi, à quelle heure le dîner est-il servi ici? À 7 heures, milady, dans la salle à manger. Lord Sterling est très ponctuel. Bien sûr, murmura Amalia. Il ne se permettrait même pas d'être en retard à son propre enterrement. Molly laissa échapper un petit rire, mais se couvrit rapidement la bouche de la main. Pardon, milady. Ce n'est rien, sourit Amalia. Au moins, quelqu'un dans cette maison sait rire. À 7 heures, Amalia descendit pour le dîner. Elle s'était changée pour une simple robe de mousseline lavande, à taille haute et à manches courtes bouffantes, garnie de dentelle blanche. Ses cheveux, châtains avec des reflets cuivrés à la lumière, étaient rassemblés en un chignon souple sur sa nuque. Quelques fines mèches s'échappant pour encadrer son visage. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception de petites boucles d'oreilles en or héritées de sa mère. Amalia n'était pas grande. Elle arrivait à peine à l'épaule d'Alexander, mais elle se tenait comme si elle dominait tout le monde. Sa silhouette était gracieuse, mais pas fragile. Elle passait beaucoup de temps à travailler dans son domaine et n'avait pas peur de se salir les mains. Son visage n'était pas d'une beauté classique, mais il était mémorable. Des pommettes hautes, un menton volontaire, un nez droit parsemé de quelques taches de rousseur qu'elle tentait de dissimuler sous la poudre. Mais le plus frappant, c'était ses yeux. D'un brun foncé, presque noir, avec des étincelles dorées au fond, des yeux qui vous regardaient droit, sans jamais se détourner, pleins de détermination et d'un feu secret. Alexander attendait déjà dans la salle à manger, debout près de la cheminée, avec un verre de vin. Quand elle entra, il se retourna, et son regard la parcourut rapidement, d'un air évaluateur. Amalia releva le menton, soutenant son regard. « La ponctualité est une vertu, remarqua-t-il. « Je suis pleine de vertus, dit-elle, en se dirigeant vers la table. Vous ne les remarquez tout simplement pas. Oh, je les remarque, dit-il en buvant une gorgée de vin. Elles se noient simplement dans l'océan de vos défauts. Quel compliment pour la première soirée de notre vie commune, dit Amalia en s'asseyant sur la chaise que Grims avait tirée pour elle. Je suis ému aux larmes. Alexander s'assit en face et la longueur de la table à manger s'étendit entre eux, bien 3 mètres de chêne poli, couvert d'argenterie et de verres en cristal. La distance était impressionnante. Dites-moi, Lord Sterling, commença Amalia en dépliant sa serviette. Accueillez-vous toujours vos invités de manière si chaleureuse? Ou est-ce un traitement spécial, réservé à moi seul? Vous n'êtes pas une invitée, dit-il en se renversant dans son fauteuil. Vous êtes ma femme. Techniquement, quelle différence? Une énorme différence. Je peux demander à un invité de partir. Avec une femme, je dois faire avec pendant 1 an. Réciproquement, sourit-elle froidement. On servit le premier plat, un bouillon clair aux herbes. Amalia y goûta et acquiesça d'un air approbateur. Votre cuisinier n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Je suis heureux d'avoir répondu à vos faibles attentes. Ils mangèrent en silence, et Amalia sentit la tension s'épaissir dans l'air. Chaque son semblait plus fort. Le tintement d'une cuillère contre la porcelaine, le froissement d'une serviette, le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Dites-moi, rompit le silence Alexander. Comment comptez-vous passer votre temps dans notre maison? J'ai des livres, des lettres à s'écrire. Je m'occuperai peut-être du jardin, si cela ne vous dérange pas. Le jardin est à votre entière disposition, dit-il en haussant les épaules. Vous pouvez le retourner entièrement si vous le souhaitez. Quelle générosité! Je suis connu pour ma générosité. Amalia leva les yeux au ciel, mais ne dit rien. On servit le deuxième plat. Canard rôti à l'orange, pommes de terre à la crème, haricots digues verts. Tout était impeccablement préparé, et Amalia admit à contre-cœur que le cuisinier d'Alexander était vraiment talentueux. Je dois dire, dit-elle en coupant un morceau de canard, que pour une prison on y mange plutôt bien. Alexander eut un sourire narquois, le premier vrai sourire de la soirée.
Je suis heureux que quelque chose vous convienne. Ne vous y habituez pas. Je suis sûr que je trouverai de nombreuses raisons de me plaindre. Je n'en doute pas. » Ils se turent de nouveau, et Amalia pensa que ce serait peut-être leur mode de vie. Des répliques caustiques par-dessus la table, de longs silences. Une existence parallèle. Ce n'était pas le pire des scénarios, après tout. Après le dîner, Alexander se leva et s'essuya les lèvres avec sa serviette. « Si vous le permettez, je vais me retirer dans mon bureau. J'ai du travail. »« Bien sûr, » dit Amalia en se levant aussi. « Je vais monter dans mes appartements. La journée a été longue. » Ils sortirent ensemble de la salle à manger, mais au pied de l'escalier, ils se séparèrent, lui vers l'aile est, elle vers l'aile ouest, comme deux navires se croisant dans la nuit. Les jours suivants se déroulèrent selon un étrange rituel. Amalia se réveillait tôt, prenait son petit déjeuner dans ses appartements, puis descendait à la bibliothèque ou sortait dans le jardin. Alexander s'occupait des affaires du domaine, rencontrait l'intendant, vérifiait les comptes. Ils ne se voyaient qu'au dîner, un repas formel, poli, plein de non-dits. Les domestiques avaient certainement remarqué l'étrangeté de la situation. Amalia surprenait des regards curieux, entendait des bribes de chuchotements qui cessaient à son passage. Molly était la seule à oser lui parler franchement. « Milady, » dit-elle un matin en aidant Amalia à s'habiller. « Puis-je poser une question indiscrète ?»« Essaie, » dit Amalia en enfilant ses bas. « Vous et Milord, êtes-vous vraiment mariés? C'est juste que, eh bien, vous ne vous parlez presque pas, et vous vivez dans des ailes différentes. » Amalia s'immobilisa, réfléchissant à sa réponse. « Molly, chaque mariage a ses particularités. Le nôtre est ainsi. Mais vous l'aimez, n'est-ce pas ?» insista la jeune fille. Amalia se retourna et la regarda droit dans les yeux. « Non, je ne l'aime pas, et il ne m'aime pas. Nous sommes mariés pour des raisons de circonstance, mais cela ne veut pas dire que nous devons faire semblant. » Molly allaita, couvrant sa bouche de sa main. « Mais c'est horrible, milady. Ce qui serait horrible, ce serait de se mentir, » dit Amalia en haussant les épaules. « Au moins, comme ça, c'est honnête. » Elle n'expliqua pas l'histoire du testament. Moins les domestiques en sauraient, mieux ce serait. Les rumeurs se propageaient plus vite que la peste, et la dernière chose dont ils avaient besoin était que tout le comté apprenne la nature fictive de leur mariage. Le 4e jour, un événement vint rompre leur fragile trêve. Amalia était dans le jardin, inspectant les parterres de fleurs et planifiant ce qu'elle pourrait y planter. Elle était à genoux près d'un rosier, remuant la terre avec ses mains, quand elle entendit des pas. Lady Sterling appela Alexander. Elle se retourna. Il se tenait sur l'allée en tenue de travail. Une simple chemise blanche aux manches retroussées, un pantalon sombre, les cheveux légèrement en désordre. Il tenait une lettre à la main. « Quelque chose est arrivé ?» demanda Amalia en se relevant, s'essuyant les mains. « Une invitation est arrivée, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. « De la vicomtesse Hartwell. Elle organise une réception pour le début de la saison. Elle nous invite tous les deux. » Amalia prit la lettre et la parcourut des yeux. La vicomtesse Hartwell était l'une des dames les plus influentes du comté. Ses réceptions attiraient toute la noblesse locale. Refuser serait une offense. Mais y aller. « Nous devons y apparaître ensemble, » dit Alexander comme s'il lisait dans ses pensées. « Sinon, les rumeurs commenceront. »« Il y a déjà des rumeurs, » dit Amalia en lui rendant la lettre. « Tout le monde sait que nous ne pouvons pas nous supporter. »« Savait, » corrigea-t-il, « avant le mariage. Maintenant, nous devons montrer que nous nous sommes réconciliés. »« Réconciliés » renifla-t-elle. « Nous nous parlons à peine. »« En public, il le faudra, » dit-il d'une voix plus dure. « Si nous voulons que ce mariage paraisse réel, et nous le voulons, n'est-ce pas ?» Amalia serra les dents. Il avait raison. Monsieur Tompkins les avait prévenus.
Si quelqu'un doutait de l'authenticité du mariage, des enquêtes pourraient être lancées, et cela signifierait perdre l'héritage. Très bien, parvint-elle à dire. Nous irons. Mais je ne vais pas jouer les idiotes amoureuses. Je ne vous le demande pas, dit Alexander en croisant les bras. Soyez simplement tolérante. Ne répliquez pas à chacune de mes remarques. Souriez de temps en temps. Faites semblant que je ne vous inspire pas le dégoût. Vous ne m'inspirez pas le dégoût, dit-elle, irritée. Vous êtes juste agaçant. Réciproquement, ils se regardèrent, et Amalia remarqua soudain comment la lumière du soleil tombait sur son visage, éclairant le vert de ses yeux, la ligne nette de ses pommettes, la courbe et obstinée de sa bouche. Il était beau. Elle l'admettait à contre-cœur, mais c'était un fait. Grand, les épaules larges, avec cette grâce naturelle des hommes habitués à l'équitation et à l'escrime. Et cela ne faisait qu'empirer les choses, car il serait plus facile de le détester s'il était repoussant. La réception est dans 3 jours, dit Alexander en détournant le regard. Préparez-vous. Je suis toujours prête, dit-elle en se retournant vers le rosier. Au combat. Elle l'entendit soupirer et s'éloigner. Mais quand elle se retourna, elle le vit s'arrêter au bout de l'allée et la regarder par-dessus son épaule. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, quelque chose d'étrange flotta dans l'air. Pas de l'hostilité, mais autre chose. De la curiosité peut-être, ou la reconnaissance qu'ils étaient tous les deux dans le même bateau. Puis il se retourna et partit, la laissant debout au milieu des roses, les mains sales et le cœur battant à tout rompre. Le soir même, Amalia était assise dans son boudoir et écrivait une lettre à Caroline, sa meilleure amie, qui vivait dans le comté voisin. « Chère Caroline, je t'écris depuis ma cage dorée. Oui, je suis marié. Non, pas par amour. C'est une longue histoire. Je te la raconterai quand nous nous verrons. Je dirai seulement que je vis maintenant sous le même toit que l'homme que j'ai toujours considéré comme insupportable. Et tu sais quoi? Il est encore plus insupportable que je ne le pensais. Mais l'argent en vaut la peine, j'espère. Viens me voir si tu peux. J'ai besoin d'une alliée dans cette maison. Avec toute mon affection, Amalia. » Elle scella la lettre et sonna. Molly entra. « Fais partir ça avec le courrier de demain matin, » dit Amalia en lui tendant l'enveloppe. « Bien sûr, milady, autre chose ? » ?»« Non, merci, tu peux y aller. » Molly partit et Amalia resta seule. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin. Dans l'aile haute, une lumière était allumée. Dans le bureau d'Alexandre, il travaillait probablement encore. Un homme-machine qui ne connaissait pas le repos. Amalia soupira, appuyant son front contre la vitre froide. 3 jours avant la réception. 3 jours pour se préparer au fait que tout le comté les regarderait, les évaluerait, les jugerait. Elle y arriverait. Elle y était toujours arrivée. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait seule. Le jour de la réception chez la vicomtesse Hartwell commença par une catastrophe. Amalia fut réveillée par un vacarme sous sa fenêtre et, en regardant, vit le jardinier et son aide tenter d'attraper une chèvre échappée qui, d'une manière ou d'une autre, avait grimpé sur le parterre de tulipes et les dévorait méthodiquement. « Bonté divine !» murmura-t-elle en observant le chaos. La chèvre, une bête blanche et bien portante au regard obstiné, n'avait manifestement pas l'intention de se rendre. Elle sauta par-dessus une petite haie, renversa une statue de jardin et se précipita vers la maison, poursuivie par 2 hommes essoufflés. Amalia s'habilla rapidement, une simple robe de matin en coton vert, et se précipita dans le jardin sans même prendre la peine de se coiffer. Ses cheveux s'étaient défaits et tombaient sur ses épaules sans mèches ondulées. « Lady Sterling !» allaita le jardinier en se tenant le côté. « Pardonnez-moi, milady, elle s'est échappée de chez le fermier Mulligan. Elle a sauté par-dessus la clôture. »« Peu importe, » dit Amalia en retroussant ses manches. « Où est-elle maintenant ?» Le jardinier pointa du doigt la roseraie.
La chèvre se tenait au milieu des buissons, mâchonnant quelque chose avec une expression de profonde satisfaction. « Parfait, soupira Amalia. Avez-vous une corde ?» L'aide jardinier lui tendit une pelote de ficelle. Amalia la prit et s'approcha lentement de la chèvre, lui parlant doucement. « Allons, ma belle, n'aie pas peur. Nous n'allons pas te faire de mal. » La chèvre leva la tête, regarda Amalia et se mit à bêler si fort que des oiseaux s'envolèrent quelque part dans le jardin. « Doucement, doucement, » dit Amalia en faisant un pas de plus. La chèvre fonça droit sur elle. Amalia tenta de s'écarter, trébucha sur une racine d'arbre et tomba en plein dans la boue. La chèvre sauta par-dessus elle et continua sa course vers l'entrée principale. « Bon sang !» s'exclama Amalia en se relevant, couverte de terre et d'herbe. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit et Alexander apparut sur le seuil. Il était en tenue d'intérieur. Une chemise claire ouverte au col, un pantalon sombre, sans cravate ni redingote. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de se laver. Il tenait une tasse de café à la main. La chèvre, voyant la porte ouverte, prit cela pour une invitation et fit irruption dans la maison. « Mais qu'est-ce que, au nom de tous les saints ?» commença Alexander, mais la chèvre passa devant lui en trombe, manquant de renverser sa tasse. Amalia se releva et courut à sa suite. « Attrapez-la, elle va démolir toute la maison !» Alexander réagit instantanément. Il posa sa tasse sur une table dans le hall et se lança à la poursuite de la chèvre, qui galopait déjà sur le sol en marbre, laissant des traces de sabots sales. La chèvre tourna dans le salon. Alexander la suivit. Amalia suivit Alexander. Le jardinier et son aide firent irruption à leur tour. Le salon devint un véritable chaos. La chèvre sauta sur le canapé, puis sur une table, renversant un vase de fleurs. L'œil se répandit sur le tapis. Alexander tenta de l'attraper, mais elle l'esquiva et il percuta un fauteuil. « À gauche !» cria Amalia. « Elle va à gauche, je vois !» aboya Alexander en se jetant sur son chemin. La chèvre se précipita vers la cheminée, passa entre ses jambes et ressortit dans le hall. Amalia réussit à l'attraper par la queue, mais la chèvre tira si fort qu'elle tomba de nouveau par terre. « Grims !» hurla Alexander. « Fermez toutes les portes !» Le majordome apparut de nulle part, son visage habituellement imperturbable empreint d'horreur. Il claqua la porte menant à la cuisine. Le jardinier bloqua la sortie. La chèvre était piégée dans le hall. Alexander et Amalia se placèrent de chaque côté, s'approchant lentement. « Ne l'effrayez pas, » murmura Amalia. « Merci du conseil, » siffla Alexander. « Je n'y aurais pas pensé. » La chèvre les regardait, passant son regard de l'un à l'autre. Et puis, elle se coucha par terre et ferma tranquillement les yeux, comme si toute cette course l'avait complètement épuisée. Le silence se fit. « Sérieusement ?» dit Amalia en la fixant. « C'est maintenant que tu es fatigué ?» Alexander s'approcha prudemment et passa une corde autour du cou de la chèvre. Elle ne bougea même pas, se contentant de bêler joyeusement. « Amenez cette créature !» dit-il en tendant la corde au jardinier. « Et que le fermier Mulligan renforce sa clôture, ou j'en ferai un ragoût. » Le jardinier s'inclina et sortit rapidement la chèvre de la maison. Grims commença silencieusement à ramasser les morceaux du vase. Amalia et Alexander restèrent debout au milieu du hall, tous deux essoufflés, tous deux sales. Amalia le regarda, ses cheveux en désordre, une tache de boue sur sa joue, sa chemise déboutonnée révélant une peau bronzée, et éclata soudain de rire. Alexander la dévisagea. « Qu'est-ce qui vous amuse tant ? Vous vous êtes battu avec une chèvre, » dit-elle, incapable de s'arrêter. Le grand Lord Sterling, vaincu par une chèvre. Ses lèvres tressaillirent. Puis les coins de sa bouche se relevèrent. Et une seconde plus tard, il se mit à rire lui aussi, un rire discret, rauque, mais sincère. « Vous n'êtes pas en meilleur état, » remarqua-t-il en la parcourant du regard. « Couverte de boue, les cheveux en bataille, votre robe est déchirée. » Amalia se regarda. Il avait raison. On aurait dit qu'elle avait rampé dans un marécage.
Merveilleux début de journée, soupira-t-elle en écartant une mèche de son visage, étalant encore plus la boue. Mais inoubliable, dit Alexander en lui tendant la main pour l'aider à se relever. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à un tel divertissement ce matin. Sa main était chaude, ferme. Amalia sentit un étrange picotement là où leurs doigts se touchaient. Elle retira rapidement sa main. « Je dois me préparer, » dit-elle en reculant. « Pour ce soir. »« Pour ce soir, » acquiesça-t-il, toujours souriant. Quand Amalia monta l'escalier, elle se retourna. Alexander se tenait dans le hall, la suivant du regard, et son visage arborait une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Le soir venu, l'incident de la chèvre était oublié. Amalia se prépara pour la réception, avec le même soin qu'un général se préparant à une bataille. Molly l'aidait à s'habiller. La robe avait été choisie avec une attention particulière. En velours d'un vert émeraude profond, avec une taille haute et de longues manches garnies de galons dorés. Le décolleté était modeste, mais soulignait la ligne gracieuse de ses clavicules. La jupe tombait en plis lourds, bruissant à chaque mouvement. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure complexe, piquée d'épingles en or. Quelques fines boucles avaient été délibérément laissées libres pour encadrer son visage et adoucir la sévérité de l'ensemble. À son cou, une fine chaîne en or avec une petite émeraude, un cadeau de sa grand-mère. À ses oreilles, des boucles d'oreilles en or avec de minuscules diamants. Peu de choses, mais de bon goût. « Milady, vous êtes magnifique », souffla Molly avec admiration. Mylord ne pourra pas détacher son regard. Mylord me regarde à peine en temps normal, dit Amalia en ajustant ses gants. Je ne pense pas que ce soir sera différent. Mais quand elle descendit dans le hall où Alexander l'attendait, elle le vit se figer en la regardant. Il était impeccablement vêtu. Frac noir, gilet blanc brodé d'argent, cravate nouée avec une précision absolue. Ses cheveux sombres étaient lissés en arrière, sa peau parfaitement rasée. Il ressemblait à un duc sur un portrait d'apparat, majestueux, inaccessible, parfait. Mais ses yeux, d'un vert vif, couleur de feuillage d'été, la regardaient avec quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. « Vous, » balbutia-t-il, cherchant ses mots, « vous êtes convenable. » « Convenable » haussa Amalia un sourcil. Quel compliment poétique. « Pardon » se racla-t-il la gorge. « Je voulais dire impressionnante. »« C'est mieux, » dit-elle en prenant le bras qu'il lui offrait. Mais encore loin de la galanterie. La galanterie n'est pas mon point fort. J'avais remarqué. Ils sortirent vers la voiture. Alexander l'aida à monter et s'assit en face. Lorsque la voiture s'ébranla, un silence s'installa entre eux, ni hostile, ni confortable. Juste, prudent. Souvenez-vous, dit enfin Alexander. Ce soir, nous devons avoir l'air d'un couple. D'un couple heureux, ajouta Amalia avec ironie. Pas nécessairement heureux, juste tolérant l'un envers l'autre. Eh bien, dit-elle en se renversant sur le siège, essayons de ne pas nous entretuer en public. Ce serait un bon début. Le domaine de la vicomtesse Hartwell, Elmsworth Hall, brillait de 1000 feux à leur arrivée. Le manoir était immense, de style géorgien, avec des colonnes à l'entrée et de larges marches en marbre. Les voitures faisaient la queue. Les invités en sortaient les uns après les autres. Des dames en robes colorées, des gentlemen en frac street. Quand Amalia et Alexander entrèrent dans la salle de bal, les conversations s'apaisèrent un instant. Tout le monde se tourna pour les regarder. Amalia sentit des dizaines d'yeux se poser sur elle, l'évaluer, la juger, sourier. Murmura Alexander sans desserrer les lèvres. Je souris, siffla-t-elle en retour, étirant ses lèvres en un semblant de sourire. Ça ressemble plus à un rictus. C'est le mieux que je puisse offrir. La vicomtesse Hartwell, une dame corpulente à la coiffure imposante et aux 3 rangs de diamants autour du cou, s'approcha d'eux en flottant, un large sourire aux lèvres. « Lady Sterling, Lord Sterling,
Quelle joie de vous y, quelle de vous voir, et félicitations pour votre mariage. J'ai appris la nouvelle, et j'ai été si surprise. Vous étiez auparavant? Eh bien, elle s'interrompit, réalisant qu'elle en avait trop dit. Auparavant, nous étions stupides, dit Alexander en passant un bras autour de la taille d'Amalia, de manière inattendue et ferme. Maintenant, nous avons vu la lumière. Amalia faillit s'étouffer. Sa main sur sa taille était comme un fer rouge, même à travers les couches de tissu. Comme c'est romantique, dit la vicomtesse en agitant son éventail. Eh bien, profitez de la soirée. Les danses commenceront dans une demi-heure. Elle s'éloigna vers d'autres invités. Alexander retira sa main, et Amalia sentit un étrange soulagement, et en même temps, de la déception. Vu la lumière, siffla-t-elle. C'est le mieux que vous ayez pu trouver? Je n'ai pas eu le temps de préparer un discours, dit-il en prenant 2 coupes de champagne sur le plateau d'un domestique qui passait et en lui en tendant une. J'ai improvisé. Vos improvisations sont terribles. Et votre gratitude est touchante. Ils burent leur champagne, debout à l'écart, observant la salle. Les invités tourbillonnaient autour d'eux, parlant, riant. Certains leur lançaient des regards curieux, mais la plupart avaient déjà perdu leur intérêt et étaient retournés à leurs occupations. Lady Sterling, retentit une voix de femme. Amalia se retourna et vit un visage familier. Mrs. Penelope Drummond, l'une des plus grandes commères du comté. Petite, maigre, avec un nez pointu et une langue encore plus acérée. Mrs. Drummond, dit Amalia en hochant poliment la tête. Quel plaisir de vous voir. Ah, réciproquement, ma chère, dit la femme en s'approchant, ses yeux brillants de curiosité. Racontez-moi comment s'est passée votre réconciliation avec Lord Sterling. Tout le monde est si surpris. Il y a un mois encore, vous étiez en procès pour cette parcelle de terrain. L'amour est imprévisible, intervint Alexander, enlaçant de nouveau la taille d'Abialek et d'Amalia. Nous avons compris que la vie est trop courte pour l'hostilité. Comme c'est touchant, dit Mrs. Drummond, en posant une main sur son cœur. Et comme tout s'est passé vite. Le mariage a été très discret, ai-je entendu dire. Nous voulions de l'intimité, dit Amalia, en se forçant à se blottir contre Alexander. Juste les plus proches. Bien sûr, acquiesça la femme, mais ses yeux lisaient le scepticisme. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bien que, je l'avoue, beaucoup parient que vous ne tiendrez pas 6 mois. Alors ils perdront, sourit Alexander, un sourire froid et dangereux. Car nous comptons vivre ensemble très très longtemps. Mrs. Drummond renifla et s'éloigna vers un autre groupe d'invités, manifestement pour partager ses nouvelles impressions. Elle est horrible, murmura Amalia quand la femme fut assez loin. C'est une commère, dit Alexander en retirant son bras. Mais elle est dangereuse. Demain, tout le comté connaîtra chacun de nos mots. Parfait, dit Amalia en finissant son champagne. Il nous faut donc leur donner quelque chose en quoi ils pourront croire. L'orchestre se mit à jouer, et les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse pour une valse. « M'accorderez-vous cette danse » demanda Alexander. Amalia le regarda, sa main tendue, son visage sérieux, méfiant. « S'il le faut, » dit-elle en posant sa main dans la sienne. Ils se rendirent sur la piste de danse, et Alexander posa une main sur sa taille, prenant sa paume de l'autre. La musique s'intensifia, et ils se mirent à tournoyer. Alexander dansait bien, avec assurance, fluidité, sans mouvement superflu. Il la guidait si naturellement qu'elle se contentait de suivre, sans penser au pas. « Vous dansez mieux que je ne l'attendais » dit-elle. « Et vous êtes plus légère que je ne le pensais » répondit-il. « En danse, je veux te dire. Pas de caractère. » Amalia eut un petit rire. « Les compliments ne sont manifestement pas votre point fort. Mais l'honnêteté, si. » Il tourbillonnait dans la salle, et Amalia réalisa soudain à quel point il était proche. Elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de son éau de Cologne, quelque chose de boisé, avec des notes de cèdre et de musc. Elle voyait les moindres détails de son visage.
Un grain de beauté à peine visible près de sa tempe, une minuscule cicatrice sur son menton, probablement due au rasage, de longs cils qui rendaient Nat son regard encore plus intense. Et il la regardait avec la même attention. Son regard parcourait son visage, ses yeux, ses lèvres, son cou, pas avec lascivité, mais avec curiosité, comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous avez des taches de rousseur, » dit-il soudain. « Quoi ?» cligna des yeux l'Amalia. « Sur le nez, de petites taches de rousseur. Je n'avais jamais remarqué. C'est parce que vous ne m'avez jamais regardé d'assez près. Peut-être, dit-il en serrant légèrement sa taille, ou parce que vous les avez. Vous les avez toujours cachés. Je ne les aime pas. Vous avez tort, dit-il d'une voix plus basse. Elles vous vont bien. Amalia sentit le rouge lui monter aux joues. Ce n'était pas le genre de compliment qu'elle attendait de lui. Ni caustique, ni formel. Juste sincère. Merci, murmura-t-elle en détournant le regard. La musique s'arrêta, et ils s'immobilisèrent. Mais Alexander ne la lâcha pas tout de suite. Ils restèrent ainsi quelques secondes, trop longtemps pour la bienséance, avant qu'ils ne reculent. « Je pense que nous leur avons donné assez de matière à ragot, » dit-il en se raclant la gorge. « Oui, » dit Amalia en lissant sa jupe, essayant de ne pas le regarder. « Largement assez. » Ils retournèrent sur le côté de la salle, et l'heure suivante se passa en conversation avec d'autres invités. Amalia joua le rôle de la jeune mariée heureuse. Elle souriait, répondait aux questions, restait près d'Alexander. Lui aussi faisait des efforts. Il lui passait le bras autour des épaules, lui servait des boissons, l'appelait Marshall, ma chère, avec un air qui suggérait que cela ne lui causait aucune douleur physique. À la fin de la soirée, Amalia était épuisée. Quand ils montèrent enfin dans la voiture pour rentrer, elle se renversa sur le siège et ferma les yeux. « Je pense que nous avons réussi, » dit Alexander. « Oui, » dit-elle sans ouvrir les yeux. « Je mérite un prix d'interprétation. » Réciproquement, ils roulèrent en silence. Amalia sentait la voiture tanguer dans les virages, entendait le bruit des sabots sur la route. Elle était si fatiguée qu'elle commençait à somnoler. Puis elle sentit quelque chose de chaud et de doux se poser sur ses épaules. Elle ouvrit les yeux et vit qu'Alexander avait retiré sa redingote et l'avait posée sur elle. « Vous aviez froid, dit-il simplement, regardant par la fenêtre. Amalia remonta la redingote, si en mitouflant. Elle sentait son odeur, cèdre, musc, et quelque chose d'autre, d'insaisissable mais d'agréable. « Merci, murmura-t-elle. Il acquiesça sans se retourner. Et Amalia pensa soudain que, peut-être, cette année ne serait pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Peut-être. Amalia se réveilla baignée de soleil, avec l'étrange sensation que quelque chose avait changé. Elle resta allongée, fixant le plafond, essayant de comprendre quoi. Puis elle se souvint. La danse, ses mains sur sa taille, la façon dont il la regardait, sa redingote sur ses épaules dans la voiture, et cette étrange chaleur qui ne l'avait pas encore quittée. « Des bêtises, » murmura-t-elle en se levant, « c'est juste la fatigue. Rien de plus. » Elle fit sa toilette, s'habilla, une robe de mousseline pêche à manches courtes et un ruban blanc sous la poitrine, et descendit pour le petit déjeuner. Mais en entrant dans la salle à manger, elle trouva Alexander déjà là. Il était assis à table, lisant le journal et buvant son café. Quand elle entra, il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Un silence gêné s'installa un instant. « Bonjour, » dit-il enfin. « Bonjour, » répondit-elle en s'asseyant à sa place, s'efforçant de ne pas le regarder. Grims lui servit du thé et des toasts. Amalia en beurra un avec du miel, essayant de se concentrer sur son repas, plutôt que sur les yeux verts d'Alexander, qui continuait de glisser sur elle par-dessus son journal. « Hier soir, c'est bien passé, » dit-il en posant son journal. « Je pense que nous avons convaincu tout le monde. »« Oui, » acquiesça Amalia.
Mrs. Drummond semblait presque déçue de n'avoir rien trouvé à se mettre sous la dent. Elle trouvera, sourit Alexander. Les gens comme elle trouvent-nous toujours. Ils se tuent. Amalia mâchait son toast, sentant la tension monter dans l'air. Elle voulait dire quelque chose, mais ne savait pas quoi. Le remercier pour la redingote? Ce serait étrange. Admettre que la danse avait été agréable, encore plus étrange. À propos, reprit Alexander, mon nouvel intendant arrive aujourd'hui. Je dois discuter des affaires du domaine avec lui. Cela prendra une bonne partie de la journée. Bien, dit Amalia, ressentant une étrange déception. Je m'occuperai de mes propres affaires. J'ai des lettres à écrire. Parfait, dit-il en se levant et en s'essuyant les lèvres. Alors, à ce soir pour le dîner. Il sortit, et Amalia resta assise à table, regardant son petit déjeuner à moitié mangé. Pourquoi se sentait-elle si étrange? Comme si quelque chose d'important lui avait échappé. N'importe quoi, dit-elle à voix haute en finissant son thé. Vers midi, une lettre de Caroline arriva. Côte 104. Amalia sourit. Caroline, sa meilleure amie d'enfance, la seule personne à qui elle pouvait se confier entièrement. Elles avaient grandi dans des domaines voisins, étudié avec la même gouvernante, partagé tous leurs secrets. Caroline s'était mariée 3 ans plus tôt à un gentleman ennuyeux, mais bon, et menait maintenant une vie provinciale tranquille. Amalia écrivit immédiatement une réponse pour inviter son amie. Un peu de compagnie lui ferait du bien. Dans cette grande maison, elle se sentait trop seule. Caroline arriva le lendemain après le déjeuner, vêtue d'une robe de voyage jaune clair, d'un chapeau à larges bords orné de plumes et d'un sourire jusqu'aux oreilles. « Amalia !» s'exclama-t-elle en sautant de la voiture, avant même que le groom ait pu placer le marchepied. « Laisse-moi te regarder. Tu es devenue la femme de Sterling. Je n'arrive toujours pas à y croire. » Amalia serra son amie dans ses bras en riant. Caroline, tu n'as pas changé. Toujours un ouragan? Toi, tu as changé? Dit Caroline en s'écartant pour l'examiner attentivement. Tu as l'air différente. Plus, je ne sais pas, plus vivante peut-être? Des bêtises, dit Amalia d'un geste de la main. Viens, je vais te montrer ta chambre. Elles montèrent l'escalier et Amalia conduisit son amie à l'aile des invités. Caroline regardait autour d'elle avec admiration. Quelle maison, immense, bien qu'un peu lugubre, tu ne trouves pas? Il y aura du travail pour la décorer, dit Amalia en haussant les épaules. Mais pour l'instant, je ne veux rien changer. Ce n'est pas ma maison, pas vraiment. Caroline s'assit sur le lit, tapotant la place à côté d'elle. Et maintenant, raconte tout. Depuis le début. Amalia raconta tout. Le testament, les conditions, le mariage de convenance. Caroline écoutait, bouche bée, et à la fin de l'histoire, elle était rouge d'un rire contenu. Un chat, allaita-t-elle. Ta tante a laissé sa fortune à un chat. Si vous ne vous mariez pas, c'est génial. C'est de la folie, la corrigea Amalia. Une folie géniale, dit Caroline en essuyant ses larmes. Et comment ça se passe avec lui? Vous vous êtes déjà entretués? Pas encore, dit Amalia pensive. Pour être honnête, il n'est pas aussi terrible que je le pensais. Parfois, il est même presque agréable. Agréable, dit Caroline en penchant la tête. Amalia Westmoreland, serais-tu en train de... Non, s'exclama Amalia en se levant. Absolument pas. Je dis juste que nous avons appris à coexister, rien de plus. Bien sûr, dit Caroline d'un air entendu, manifestement pas convaincue. Et où est donc Lord Sterling? Je veux voir ton mari. Aux écuries, probablement. Ou dans son bureau. Nous ne nous surveillons pas. À ce moment, la porte s'ouvrit et Molly entra. Milady, Lord Sterling m'a demandé de vous dire qu'il vous invite, ainsi que votre invité, à une promenade à cheval, si bien sûr la dame le souhaite.
Amalia haussa les sourcils, surprise. Alexander ne l'avait jamais invitée nulle part. Était-ce une tentative de jouer l'hôte accueillant? Une promenade à cheval, s'exclama Caroline en applaudissant. J'adore. Accepte Amalia. Très bien, dit Amalia à Molly. Dites au lord que nous acceptons avec plaisir. Une demi-heure plus tard, elle se trouvait près des écuries. Amalia portait sa tenue d'Amazone bleu foncé, une veste cintrée à col de velours et une longue jupe d'équitation. Ses cheveux étaient rassemblés sous un petit chapeau à voilette. Caroline était en bordeaux, éclatante comme toujours. Alexander les attendait déjà, tenant par la bride 3 chevaux. Son étalon noir, une jument baie pour Amalia et une grise pour Caroline. « Lady Sterling » dit-il en saluant Amalia, puis il se tourna vers Caroline. « Et vous devez être Mrs. Bennington. Enchanté de faire votre connaissance. » Réciproquement, Lord Sterling, sourit Caroline, mais ses yeux l'examinaient attentivement. « J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes à votre sujet. »« J'en suis sûr, sourit Alexander. Lady Amalia, je suppose, n'a pas été avare de commentaires peu flatteurs. »« Au contraire, dit Caroline en jetant un regard malicieux à Amalia. Elle a été étonnamment réservée. Amalia sentit ses joues s'empourprer. Caroline prenait manifestement plaisir à la situation. Alexander les aida à monter en selle, d'abord Caroline, puis Amalia. Quand ses mains touchèrent sa taille pour la soulever, Amalia sentit le même étrange picotement que pendant la danse. Elle s'installa rapidement, essayant de ne pas le regarder. Ils quittèrent les écuries et se dirigèrent vers la forêt qui entourait le domaine. La journée était claire et chaude. Le soleil filtrait à travers la cime des arbres. Les oiseaux chantaient, un ruisseau murmurait quelque part. Caroline chevauchait en tête, bavardant sans cesse sur le temps, les nouvelles de Londres. Son mari restait à la maison avec la goutte. Amalia et Alexander chevauchaient côte à côte, en silence. « Votre amie est vivante, remarqua-t-il à voix basse. « C'est un euphémisme, sourit Amalia. Mais elle est gentille et loyale. De tels amis sont rares. Vous avez de la chance. » Elle le regarda. Il y avait une note étrange dans sa voix. Pas de l'envie, mais quelque chose de proche. « Vous n'avez pas d'amis proches » demanda-t-elle. « J'ai des connaissances, des collègues au Parlement. Mais des amis, dit-il en haussant les épaules. Probablement pas. Je ne suis pas du genre à inspirer l'amitié. Pourquoi ? Il réfléchit. Parce qu'il est difficile de faire confiance, surtout quand on a un titre et de l'argent. On ne sait jamais s'ils veulent vous ou votre position. Amalia acquiesça. Elle comprenait ce sentiment. Après la mort de son père, quand elle avait hérité du domaine et du titre, de nombreux amis étaient apparus, pour disparaître aussitôt qu'il fut clair qu'elle avait des problèmes financiers. « Je comprends, dit-elle doucement. Leurs regards se croisèrent, et un instant, une compréhension silencieuse s'établit entre eux. Ils se ressemblaient plus qu'ils ne voulaient de l'admettre. « Hé !» cria Caroline devant. « Que chuchotez-vous là-bas ? Rattrapez-moi !» Elle lança son cheval au galop à travers la clairière. Alexander regarda Amalia. « On la rattrape ?» dit-il, une lueur espiègle dans les yeux. « Essayez de me dépasser, » sourit-elle en éperonnant sa jument. Ils s'élancèrent à travers la forêt, le vent sifflant à leurs oreilles, les branches leur fouettant le visage. Amalia entendait Alexander chevaucher à ses côtés, voyait du coin de l'œil son étalon noir. Il galopait au même rythme, puis il prit de l'avance, puis ce fut son tour. Caroline s'était déjà arrêtée près du ruisseau, riant et applaudissant. « Égalité » annonça-t-elle. « Bien qu'Amalia, tu étais légèrement en avance. »« Non, » dit Alexander en descendant de cheval, respirant lourdement. « Elle a gagné. Honnêtement. » Amalia descendit aussi de sa monture, le cœur battant à cause de la vitesse. Ses cheveux étaient en désordre, son chapeau de travers, ses joues en feu.
Elle se sentait vivante, pour la première fois depuis des jours. « Vous montez bien, » dit Alexander en la regardant. « Vous n'êtes pas mal non plus, » répondit-elle, pour un homme qui passe le plus clair de son temps derrière des papiers. « Je ne suis pas seulement derrière des papiers, » sourit-il. « Je sors parfois prendre l'air. » Quelle condescendance de votre part! Il se tenait près du ruisseau, les chevaux buvant, Caroline cueillant des fleurs sauvages non loin de là. Alexander retira ses gants, puisa de l'eau dans ses mains et but. Puis il regarda Amalia. « Zonzi, Mangi, Manitie, vous en voulez ?» Elle s'approcha, il puisa de nouveau de l'eau, et elle but dans ses mains, un geste étrangement intime qui fit manquer un battement à son cœur. L'eau était froide, délicieuse, mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était ses mains près de ses lèvres, son regard fixé sur son visage. « Merci, » murmura-t-elle en reculant. « De rien, » dit-il d'une voix plus grave. « Amalia, » appela Caroline, « regarde ces renoncules. On fait des couronnes ?» La magie du moment fut rompue. Amalia se détourna et rejoignit son amie. Mais elle sentait le regard d'Alexander sur elle, un regard chaud, attentif, troublant. Le soir, alors que Caroline était déjà couchée, Amalia ne parvenait pas à dormir. Elle se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le jardin baigné de clair de lune. On frappa à la porte, la faisant sursauter. La porte s'entr'ouvrit, et le visage d'Alexander apparut dans l'embrasure. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-il. « J'ai vu de la lumière à votre fenêtre. Vous ne dormez pas ?»« Non, » dit-elle en remontant sa robe de chambre sur ses épaules. « Et vous ?»« Moi non plus, » dit-il en hésitant sur le seuil. « Puis-je entrer ? Je dois discuter de quelque chose. »« Bien sûr. » Il entra, refermant la porte derrière lui. Il était en tenue d'intérieur, une robe de chambre sombre sur une chemise et un pantalon, pieds nus. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il s'était tourné et retourné dans son lit. « Que s'est-il passé ?» demanda Amalia. Alexander s'approcha de la cheminée où des braises rougeoyaient encore. Il resta là, regardant le feu. « Aujourd'hui, pendant la promenade, » commença-t-il lentement, « votre ami m'a dit quelque chose. Quand vous êtes parti cueillir des fleurs. » « Quoi exactement ?» Il se tourna vers elle. « Elle a dit que vous étiez malheureuse, que ce mariage est une prison pour vous, et que je devrais vous laisser partir. » Amalia se figea. « Elle n'avait pas le droit, a-t-elle raison ?» dit-il en s'approchant. « Êtes-vous vous malheureuse? Voulez-vous partir ?» Amalia le regarda, ne sachant que répondre. Était-elle malheureuse? Au début, oui. Mais maintenant, elle n'en était plus sûre. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « Je pensais que je le serais. Je pensais que ces mois seraient qu'une torture. Mais, dit-il si proche qu'elle pouvait voir les étincelles dorées dans ses yeux verts. Mais ce n'est pas aussi terrible que je l'attendais, dit-elle en détournant le regard. Vous n'êtes pas si terrible. Quel compliment, sourit-il, mais il n'y avait pas de moquerie dans sa voix. Vous non plus, vous n'êtes pas si terrible. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre si terribles, dit-elle en relevant les yeux. C'est peut-être un progrès. Peut-être. Ils se tenaient ainsi, se regardant, et l'air entre eux s'épaississait, devenant dense, chargé de non-dits. Alexander leva la main comme pour la toucher, mais s'arrêta. « Je devrais y aller, » dit-il d'une voix rauque. « Il est inconvenant d'être dans vos appartements à cette heure. »« Nous sommes mariés ?» lui rappela Amalia. « Techniquement, répéta-t-il, mais pas pour de vrai. »« Non, » dit-elle, ressentant une étrange tristesse. « Pas pour de vrai. » Alexander acquiesça et se dirigea vers la porte. Mais sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Amalia, » dit-il, prononçant son nom sans titre, doucement, « si jamais vous voulez partir, je ne vous retiendrai pas. L'argent ne vaut pas votre malheur. » Elle le regarda, et quelque chose se serra en elle. « Je ne veux pas partir, » murmura-t-elle. « Pas pour l'instant. »
Il sourit, un vrai sourire chaleureux. Alors, bonne nuit, Lady Sterling. Bonne nuit, Lord Sterling. Quand la porte se referma derrière lui, Amalia s'assit sur le bord de son lit et se couvrit le visage de ses mains. Que lui arrivait-il? Pourquoi sa présence provoquait-elle de si étranges sensations? Pourquoi voulait-elle qu'il reste? C'est dangereux, pensa-t-elle, très dangereux, parce que leur mariage est une fiction. Dans un an, ils se sépareront. Tomber amoureuse serait une folie. Mais son cœur, apparemment, n'écoutait pas la raison. Caroline se révéla être une alliée redoutable. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle annonça que le temps était magnifique et qu'il fallait organiser un pique-nique au bord du lac. « Amalia, tu me montreras les environs et Lord Sterling nous tiendra compagnie », s'exclama-t-elle en applaudissant, comme si tout était déjà décidé. Alexander leva les yeux de son journal. « J'ai une réunion avec l'intendant à 2 heures. »« Parfait, » dit Caroline imperturbable. « Nous serons de retour pour 1 heure et demie. »« Amalia, dis à ton mari qu'il ne peut pas refuser. » Amalia sentit ses joues s'échauffer. Les mots « ô ton mari » sonnaient encore étrangement. « Caroline, Lord Sterling est un homme occupé, qui a besoin de repos, » termina son ami. « Regarde-le, Amalia, il est tout tendu. De l'air frais, de la bonne compagnie, de la bonne nourriture. Quoi de mieux? » Alexander regarda Caroline avec l'expression d'un homme pris au piège. « Vous êtes très insistante, Mrs. Bennington. »« C'est ma meilleure qualité, » sourit-elle radieusement. « Alors, pique-nique » Alexander regarda Amalia. Son regard disait un muet. « Sauvez-moi. » Mais Amalia se contenta de hausser les épaules. Il était impossible d'arrêter Caroline. « Très bien, » dit-il en pliant son journal. « Va pour le pique-nique. » 1 heure plus tard, il se trouvait dans une calèche ouverte en route pour le lac, située à la lisière du domaine. Caroline bavardait sans cesse. Alexander conduisait. Et Amalia était assise entre eux, se sentant étrangement heureuse. Le lac était petit, entouré de saules et de roseaux. L'eau scintillait au soleil. Des canards nageaient près du bord. Des grenouilles coisséantaient quelque part. L'endroit était isolé, paisible, magnifique. « Parfait !» s'exclama Caroline en sautant de la calèche sans attendre d'aide. « Amalia, aide-moi à étendre la couverture. Lord Sterling, occupez-vous du panier. » Ils obéirent. La couverture fut étendue à l'ombre d'un vieux sol, le panier posé au milieu. La cuisine les avait généreusement approvisionnés. Poulet froid, tourteau à la viande, fromage, fruits, une bouteille de vin, de la limonade. « Merveilleux !» dit Caroline en inspectant le tout d'un air satisfait. « Et maintenant, si vous m'excusez, je vais me promener le long du rivage. Je veux ramasser des galets. Je les collectionne, vous savez. »« Caroline !» commença Amalia méfiante. « Ne vous inquiétez pas, je resterai en vue, » dit son ami en agitant la main avant de s'éloigner, sans même attendre de réponse. Amalia et Alexander se retrouvèrent seuls. Une pause gênée s'installa. « Elle nous a délibérément laissés seuls, » remarqua Alexander en s'asseyant sur la couverture. « Évidemment, » dit Amalia en s'asseyant en face, laissant une distance de sécurité entre eux. Caroline se prend pour une marieuse. « Et qu'en pensez-vous » Amalia leva les yeux. Il la regardait droit dans les yeux, avec curiosité. « Je pense qu'elle oublie que notre mariage est temporaire, » dit Amalia prudemment, « et que nous avons tous deux accepté de ne pas compliquer les choses. »« Oui, » dit Alexander en ouvrant la bouteille de vin et en remplissant 2 verres. « Ne pas compliquer les choses, bien que, je dois l'admettre, cela devient de plus en plus difficile. » Il lui tendit un verre, et leurs doigts se frôlèrent. Une étincelle parcourut sa peau. « Qu'est-ce que ce qui devient plus difficile ?» demanda-t-elle doucement. Alexander but une gorgée de vin, regardant le lac. « De prétendre que vous m'êtes indifférente. » Le cœur d'Amalia manqua un battement. Elle ouvrit la bouche, mais ne trouva pas ses mots. Venait-il de se confesser ou non? Que voulait-il dire exactement? Alexander. « Pardon, » dit-il en secouant la tête.
Je n'aurais pas dû dire ça. Le vin délie les langues. Vous n'avez bu qu'une gorgée. Alors j'ai une faible tolérance, sourit-il. Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Amalia voulut dire quelque chose, poursuivre la conversation. Mais à ce moment, un cri retentit du rivage. « Amalia, Lord Sterling, venez ici, vite !» Ils se levèrent d'un bond et coururent vers le yacht. Caroline se tenait sur un petit pont en bois, menant à un embarcadère, et pointait du doigt vers le bas. « Il y a un caneton. Il est coincé dans les roseaux. Il ne peut pas sortir. » En effet, une petite boule jaune se débattait désespérément dans l'eau, piaillant, mais ne parvenait pas à se libérer, les algues s'étant enroulées autour de ses pattes. « Pauvre petite chose, » dit Amalia en s'agenouillant au bord du pont. « Il faut le sortir de là. »« Je vais le chercher, » dit Alexander en commençant à retirer ses bottes. « Non, ce n'est pas la peine, » dit Amalia en s'allongeant sur le ventre et en tendant la main. « J'y suis presque... » Mais le caneton était un peu plus loin qu'il n'y paraissait. Amalia s'étira davantage, et à ce moment, la planche sous elle craqua plaintivement. « Amalia, attention !» cria Alexander. « Trop tard !» La planche se brisa, et Amalia tomba dans l'eau avec un grand plouf. C'était inattendu, froid et absolument humiliant. L'eau n'était pas profonde, jusqu'à la taille, mais glaciale. Amalia refit surface, crachant de l'eau et des algues. « Mon Dieu, Amalia !» cria Caroline. « Tu n'as rien ?»« Non !» croissa Amalia en se relevant. L'eau clapotait dans ses bottes, sa robe lui collait au corps. Ses cheveux étaient devenus des mèches mouillées. C'est tout simplement magnifique. Alexander avait déjà couru le long de la rive jusqu'à elle, sans se soucier de mouiller son pantalon. « Vous êtes blessé ?» dit-il en la saisissant par les coudes pour l'inspecter. « Non, seulement ma fierté, » dit-elle en essayant d'essorer sa jupe. « Et ma robe, et ma dignité. » Il éclata de rire, un rire franc et sonore, et Amalia ne put s'empêcher de sourire. La situation était trop absurde pour ne pas en rire. « Le caneton !» se souvint-elle soudain. « Où était le caneton ?»« Le voilà, » dit Caroline, assise au bord du pont, tenant dans ses mains la petite boule piaillant. « Je l'ai attrapé pendant que vous nagiez. Il va bien. » Alexander aida Amalia à sortir de l'eau. D'ailleurs, elle se tenait là, tremblante et dégoulinante, comme un chat pris sous la pluie. « Vous devez vous réchauffer, » dit-il en retirant sa redingote et en la posant sur ses épaules. « Vite, sinon, vous allez attraper froid. Je vais bien. »« Ne discutez pas, » dit-il d'une voix plus dure. « Vous tremblez, il faut rentrer à la maison. Maintenant. » Caroline posa le caneton dans l'herbe, il courut immédiatement rejoindre sa mère et attrapa le panier. « Je ramasse tout !» Ramenez Amalia à la maison. Dans la calèche, Amalia était assise, emmitouflée dans la redingote d'Alexander, essayant de ne pas claquer des dents. Il conduisait plus vite que d'habitude, lui jetant de temps en temps des regards inquiets. « Je vais vraiment bien, » murmura-t-elle. « Vous êtes bleu. J'ai juste un peu froid. » Il marmonna quelque chose entre ses dents, qui ressemblait à Mancotoaswas. Quand ils arrivèrent, Alexander ne la laissa même pas descendre seule. Il la prit dans ses bras et la porta dans la maison. « Alexander, que faites-vous, que faites-vous? Posez-moi. »« Non, vous êtes trempé jusqu'aux os et vous pourriez tomber. Taisez-vous. Je ne suis pas infirme, mais vous êtes plus légère que vous n'en avez l'air. »« C'est une insulte ?»« Non, une constatation. » Il la porta à l'intérieur sous les regards étonnés des domestiques et la monta directement dans sa chambre. Là, il la déposa dans un fauteuil près de la cheminée. « Molly !» cria-t-il. « Ici, tout de suite. » La femme de chambre entra en trombe, haletant à la vue d'Amalia trempée. « Saints du ciel, que s'est-il passé? »« Elle est tombée dans le lac, » dit Alexander en allumant déjà le feu. « Un bain chaud. Maintenant. Et du thé au gingembre avec du miel, vite. » Molly acquiesça et se précipita.
Alexander finit avec la cheminée, se redressa et regarda Amalia. « Changez-vous, immédiatement. J'attendrai derrière la porte. »« Alexander, ne discutez pas, s'il vous plaît. » Il y avait une telle sollicitude sincère dans sa voix qu'Amalia se contenta d'acquiescer. Il sortit et elle retira rapidement ses vêtements mouillés. Molly apporta une robe de chambre et Amalia s'y enveloppa avant de s'approcher de la cheminée. La chaleur était un délice. On frappa à la porte. « Puis-je » demanda la voix d'Alexander. « Oui. » Oui. Il entra, portant une tasse de thé fumant. La cuisinière l'a préparé. Elle le dit que c'est le meilleur remède contre le rhume. Amalia prit la tasse, humant l'arôme de gingembre, de clous de girofle et de miel. Merci. Alexander s'assit dans le fauteuil en face, toujours en pantalon humide, mais ne semblant pas s'en soucier. Vous m'avez fait peur, dit-il doucement. Je suis tombé dans un lac, pas dans un précipice. N'empêche, quand je vous ai vu tomber, il passa une main sur son visage. J'ai pensé... Que diable ai-je pensé? Amalia le regarda par-dessus sa tasse. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise tachée d'humidité, son visage tendu. Il s'était vraiment inquiété. Pour elle. Alexander, appela-t-elle doucement. Je vais bien, vraiment. Il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, rapide, chaud, innommable. Bien, expira-t-il, je vais aller me changer. Reposez-vous. Il se leva et se dirigea vers la porte. Mais Amalia l'interpella. Alexander? Il se retourna. Merci pour votre sollicitude. Les coins de ses lèvres tressaillirent. De rien, Amalia. Et quand il fut parti, elle réalisa qu'il l'avait appelé par son prénom pour la première fois. Sans titre, sans formalité. Juste Amalia. Et cela fit battre son cœur plus vite. Le soir, Amalia se sentait presque normale. Si ce n'est qu'Alexander lui avait interdit de descendre pour le dîner et avait ordonné à la cuisine de lui apporter son repas dans sa chambre. Elle dînait près du feu quand Caroline entra. « Alors, comment vas-tu » dit son amie en se laissant tomber sur le lit. « Tu vas survivre. »« Je survivrai, » sourit Amalia. « Mais je ne suis pas une très bonne sauveteuse de canton. »« Mais quel gentleman ce Lord Sterling !» soupira Caroline d'un air rêveur. « Il t'a porté dans ses bras. C'était si romantique. C'était nécessaire, » la corrigea Amalia. « Il s'inquiétait juste que je tombe malade. »« bien sûr, dit Caroline d'un air entendu. « Et la façon dont il te regardait, c'était aussi juste de l'inquiétude. » Et le fait que vous rougissiez tous les deux quand vous vous voyez, ça ne veut rien dire non plus. Caroline. Amalia, dit son amie en se redressant sérieusement. Tu es en train de tomber amoureuse de lui. Et lui de toi. C'est évident pour tout le monde, sauf pour vous. Amalia ouvrit la bouche pour protester. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce que Caroline avait raison. Mon Dieu, elle avait raison. Ça n'aurait pas dû arriver, murmura Amalia. Nous avions un accord. Un mariage de convenance, 1 an. Et puis quoi? Dit Caroline en se rapprochant. Vous vous séparez? Amalia, regarde-toi. Tu es heureuse. Pour la première fois depuis des années, je te vois vraiment heureuse. Et lui aussi. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer de rendre ce mariage réel? Amalia ferma les yeux. Elle le voulait. Mon Dieu, comme elle le voulait. Mais la peur était plus forte. Et s'il ne ressent pas la même chose, murmura-t-elle. Si pour lui ce n'est toujours qu'un marché, alors c'est un idiot, dit Caroline en haussant les épaules. Mais je ne le pense pas. J'ai vu comment il te regarde, Amalia. Ce n'est pas le regard d'un homme indifférent. Amalia voulait y croire, mais la peur d'être rejetée, d'être mal comprise, était trop grande. Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-elle. Alors ne fais rien,
dit Caroline en la serrant dans ses bras. Laisse-toi simplement ressentir. Le reste suivra. Le lendemain, Amalia décida qu'elle ne se cacherait plus dans ses appartements. Elle descendit pour le petit déjeuner et trouva Alexander à table. « Bonjour, dit-il en se levant à son arrivée. Comment vous sentez-vous ? Beaucoup mieux, merci. Il lui tira une chaise et elle s'assit. Leurs doigts se frôlèrent un instant et tous deux retirèrent leurs mains comme s'ils s'étaient brûlés. Le petit déjeuner se déroula dans une conversation agréable. Ils parlèrent du domaine, de leurs projets pour la journée, de Caroline qui devait partir le surlendemain. « Dommage, dit Alexander. Elle anime la maison. »« C'est un euphémisme ?» sourit Amalia. « Caroline est un ouragan sous forme humaine, mais un ouragan bienveillant, le plus bienveillant. » Après le petit déjeuner, Alexander proposa « Voudriez-vous vous promener dans le jardin ? Le temps est magnifique. » Amalia accepta et ils sortirent. Le jardin était inondé de fleurs de printemps, tulipes, narcisses, jacinthes. L'air était empli de leurs parfums. Ils marchaient en silence sur l'allée, mais c'était un silence confortable. Parfois, leurs mains se frôlaient presque, et à chaque fois, Amalia sentait un picotement dans ses doigts. « Amalia, dit soudain Alexander, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr. » Il s'arrêta près d'une fontaine et se tourna vers elle. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ? Avant, je veux dire. Vous avez sûrement eu des propositions. » Amalia réfléchit. « J'en ai eu, mais aucun d'eux n'était celui que j'aurais pu aimer. Ils voulaient mon domaine, mon titre, ma dot, mais pas moi. Je comprends, acquiesça-t-il. J'ai aussi reçu des propositions. Des parents de jeunes filles qui ne voyaient en moi que le titre. « N'avez-vous jamais été amoureux ?» demanda-t-elle doucement. Alexander resta silencieux un long moment. « Une fois, il y a longtemps. J'avais 20 ans. Elle était la fille du vicaire. Belle, gentille, simple. Je pensais que nous nous marierions. Mais mon père l'a interdit. Il a dit que les Sterling n'épousaient pas des femmes sans dot. J'ai essayé de me battre, mais il serra les poings. J'étais trop jeune, trop dépendant de lui. Et quand il est mort et que j'ai eu ma liberté, elle était déjà mariée à un autre. »« Je suis désolé, » dit Amalia en lui touchant le bras. Il regarda sa main sur la sienne, puis ses yeux. « Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps. Et vous savez quoi ? Je pense que nous n'aurions pas été heureux. J'étais amoureux d'une idée, pas d'elle. Je ne la connaissais pas vraiment. »« Et maintenant ?» murmura Amalia. « Que cherchez-vous maintenant ?» Alexander s'approcha. Sa main recouvrit la sienne, chaude et ferme. « Maintenant, je cherche quelqu'un qui n'a pas peur de me contredire, qui me fait rire, qui tombe dans un lac pour sauver un caneton, qui... » Il ne termina pas, mais son regard se posa sur ses lèvres. Amalia retint son souffle. Il se penchait, lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais elle ne voulait pas reculer. Leurs lèvres étaient à 1 pouce l'une de l'autre quand « Lord Sterling !» retentit la voix du majordome. « Une lettre urgente de Londres !» Ils s'écartèrent brusquement, comme si un ressort s'était rompu. Grimm se tenait sur la terrasse, tenant un plateau d'argent avec une enveloppe. Alexander expira, passant une main sur son visage. « Je dois lire ça. Excusez-moi. » Il se dirigea rapidement vers la maison, laissant Amalia près de la fontaine, le cœur battant à tout rompre. Ils avaient failli s'embrasser. Failli. Et elle ne savait pas si elle devait remercier le destin d'avoir interrompu ou le maudire. La lettre était une bombe. Amalia ne l'apprit que le soir, en descendant pour le dîner et en trouvant Alexander dans la bibliothèque. Il se tenait près de la fenêtre avec un verre de whisky à la main, regardant l'obscurité d'un air si sombre qu'elle se figea sur le seuil. « Alexander, que s'est-il passé ?» Il se retourna. Son visage était tendu, ses yeux remplis d'un mélange de colère et d'inquiétude.
Une lettre de l'avocat, dit-il en montrant l'enveloppe froissée sur la table. Un certain monsieur, Horatio Wilson, un lointain neveu de Lady Hortense, conteste le testament. Amalia sentit d'un froid l'envahir. Il conteste? Sur quelle base? Il prétend que ma tante n'était pas saine d'esprit quand elle a rédigé le testament, que la condition du mariage est la preuve de sa folie. Il a qu'à intenter un procès pour faire annuler le testament. Mais c'est absurde, dit Amalia en s'approchant. Monsieur Tompkins a lui-même dit qu'elle était saine d'esprit, je sais, mais Wilson a engagé des avocats coûteux. Et, d'après la lettre, il a des témoins prêts à déclarer que ma tante se comportait de manière excentrique ces dernières années. Elle parlait à son chat, s'exclama Amalia en levant les mains. La moitié des vieilles dames d'Angleterre parlent à leurs animaux de compagnie. Il prétend aussi, dit Alexander en finissant son whisky d'un trait, que notre mariage est une fiction, que nous ne sommes mariés que pour l'argent et que nous ne remplissons pas la véritable condition du testament. Amalia se figea. Comment a-t-il pu le savoir? Je ne sais pas. Mais s'il le prouvait au tribunal, nous perdrons tout, et la fortune lui reviendra en tant que plus proche parent. Un silence s'installa. Amalia s'assit dans un fauteuil, essayant de comprendre la nouvelle. Que dit M. Tompkins? Qu'il nous faut prouver l'authenticité de notre mariage. Les apparitions publiques ne suffisent pas. Il faut des preuves d'intimité. Amalia sentit ses joues s'empourprer. Quel genre de preuves? Alexander se tourna vers la fenêtre. Les domestiques peuvent se témoigner que nous vivons dans des chambres séparées, que nous ne sommes jamais seuls ensemble plus longtemps que nécessaire, que nous nous comportons comme des étrangers. Mais nous essayons. Pas assez? Dit-il en se tournant vers elle. Amalia, si cet homme gagne, vous perdrez tout. Votre domaine, vous ne pourrez pas payer vos dettes. Et vous perdrez la possibilité de redresser vos affaires, dit-elle en le regardant dans les yeux. Ils se regardèrent, et Amalia réalisa soudain que l'argent n'avait plus d'importance. Elle ne voulait pas perdre l'héritage, bien sûr. Mais plus que tout, elle ne voulait pas le perdre, lui. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle doucement. Alexander passa une main dans ses cheveux, un geste de désespoir inhabituel pour lui. Monsieur Tompkins suggère. Il suggère que nous rendions notre mariage réel, pour de vrai, pour que Wilson n'ait aucune base pour ses accusations. Le cœur d'Amalia s'accéléra. « Réel », répéta-t-elle. « C'est-à-dire, oui, » dit-il en la regardant, ses yeux traversés par une tempête d'émotions. Vivre comme mari et femme, pas seulement sous le même toit, mais ensemble. Amalia se leva et s'approcha de lui. Ils étaient si proches qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Et le voulez-vous » murmura-t-elle. « Pas pour le tribunal, pas pour l'argent, mais pour vous ?» Alexander resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il n'allait pas répondre. Puis il prit son visage entre ses mains, doucement, tendrement. « Amalia, je le veux, depuis le moment où tu es tombée dans le lac pour sauver un caneton, dit-il d'une voix rauque. Non, avant. Depuis le moment où tu as qualifié ma maison de prison et m'as regardé comme si j'étais le geôlier. Depuis que nous nous sommes battus avec la chèvre et avons ri couverts de boue. Je le veux chaque jour, chaque minute. Mais j'avais peur que tu... » Amalia ne le laissa pas finir. Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser bref et formel de l'église. C'était un vrai baiser, profond, passionné, plein de toutes les émotions qu'ils avaient si longtemps réprimées. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, défaisant sa coiffure, les épingles tombant sur le sol. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou, le rapprochant d'elle. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. « Je le veux aussi », murmura Amalia en appuyant son front contre le sien. « Mon Dieu, Alexander, je le veux si fort que ça fait mal. » Il se mit à rire, un rire bas et joyeux, et l'embrassa de nouveau. Et encore. De courts baisers,
entrecoupé de sourires. « C'est donc décidé ?» demanda-t-il entre deux baisers. « Nous rendons ce mariage réel. »« Décidé, » dit-elle en souriant si largement que ses joues lui faisaient mal. « Même si ce sera un scandale, tout le monde dira que nous avons fait semblant tout ce temps. »« Qu'ils parlent ?» dit Alexander en l'enlaçant par la taille. « Je m'en fiche. Je suis fatigué de faire semblant, fatigué de garder mes distances, fatigué de prétendre que tu n'envahis pas toutes mes pensées. »« J'envahis tes pensées ?» dit-elle en haussant un sourcil d'un air enjoué. « Jour et nuit, » dit-il en posant ses lèvres sur son cou, et Amalia sentit tout fondre en elle. Surtout la nuit. Alexander. « Amalia, » dit-il en relevant la tête et en la regardant sérieusement. « Je t'aime. Je crois que je suis tombé amoureux de toi au moment où tu m'as traité d'âne arrogant dans le bureau de l'avocat. » Elle se mit à rire. « Je ne t'ai pas traité d'âne, mais tu l'as pensé. Je l'ai vu dans tes yeux. »« Peut-être, » dit-elle en passant ses doigts sur sa joue. « Mais maintenant, je pense autre chose. »« Quoi donc ? » ?»« Que tu es l'homme le plus agaçant, têtu et insupportable que j'ai jamais rencontré, et que je t'aime précisément pour ça. » Alexander sourit, un vrai sourire large qui illumina tout son visage. C'était la déclaration la plus romantique que j'ai jamais entendue. Je ne suis pas poète. « Et Dieu merci, » dit-il en l'embrassant de nouveau, cette fois plus lentement, plus profondément. « J'aime ton honnêteté. » Ils restèrent ainsi enlacés. Tandis que le crépuscule tombait, Amalia se sentait comme si elle était enfin rentrée chez elle après un long voyage. Dans ses bras, il faisait chaud, elle se sentait en sécurité, à sa place. « Tu sais ce qui est drôle ?» murmura-t-elle. « Quoi ?» Tante Hortense avait raison. Nous étions vraiment trop têtus et trop seuls, et nous avions vraiment besoin de compagnie. Alexander se mit à rire. « Sacrée vieille dame, elle a tout manigancé. »« Tu penses que ce qu'elle le savait ?»« J'en suis sûr, » dit-il en écartant une mèche de son visage. Elle était excentrique, mais pas stupide. Elle a vu ce que nous ne voyons pas nous-mêmes. Que nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Que nous sommes tout aussi insupportables, corrigea-t-il. Et que seuls des gens aussi insupportables peuvent le supporter. Amalia le pinça au flanc, et il se mit à rire en esquivant. « Aïe, c'est de la violence conjugale, Lady Sterling. »« Habitue-toi, Lord Sterling, » dit-elle en le menaçant du doigt. « Tu as toute une vie de ça devant toi. »« J'ai hâte, » dit-il en la ramenant dans ses bras. Le lendemain, ils envoyèrent une lettre à M. Tompkins pour l'informer de leur décision. L'avocat répondit immédiatement, promettant d'utiliser ces nouvelles circonstances pour leur défense au tribunal. Caroline, qui s'apprêtait à partir, était ravie. « Je le savais !» s'exclama-t-elle en sautillant dans le salon comme une enfant. « Je vous l'avais dit, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. »« Tu es insupportable, » dit Amalia en serrant son amie dans ses bras. « Mais merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. C'est ma spécialité, » dit Caroline avec un clin d'œil. « Réunir les gens têtus. » La nuit même, Alexander quitta l'aile est pour l'aile ouest. Leur chambre communiquait désormais par le boudoir, et pour la première fois depuis des mois, Amalia ne se sentait pas seule dans cette grande maison. Elle était allongée dans son lit, écoutant Alexander s'affairer dans la pièce voisine, et souriait. C'était étrange de savoir qu'il était si proche, mais c'était une étrangeté agréable. La porte entre les pièces s'entr'ouvrit, et sa tête apparut. « Tu ne dors pas encore ?»« Non, » dit-elle en s'asseyant, serrant la couverture contre sa poitrine. « Et toi ?»« Je n'y arrive pas, » dit-il en entrant, vêtu d'une robe de chambre sombre sur sa chemise de nuit. « Je ne cesse de penser au procès. »« N'y pense pas, » dit-elle en tapotant le bord du lit. « Viens, assieds-toi avec moi. » Il s'assit prudemment, comme s'il craignait de franchir une frontière invisible. Amalia prit sa main et entrelaça leurs doigts. « Nous y arriverons, » dit-elle avec assurance. « Ensemble. »
Ensemble, répéta-t-il en portant sa main à ses lèvres. J'aime ce mot. Moi aussi. Ils restèrent ainsi, en silence, se tenant la main. Puis, Alexander s'allongea à côté d'elle, par-dessus la couverture, sans enfreindre les convenances, mais assez près pour qu'elle sente sa chaleur. « Reste, » murmura Amalia. « Allonge-toi juste à côté de moi. »« D'accord, » dit-il en l'enlaçant par-dessus la couverture. « Mais seulement si tu promets de ne pas donner de coups de pied dans ton sommeil. »« Mon... Je ne donne pas de coups de pied. »« Nous verrons bien. » Ils se mirent à rire, et Amalia se blottit contre lui, sentant la tension quitter son corps. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en parfaite sécurité. Le procès eut lieu 3 semaines plus tard à Londres. Monsieur Horatio Wilson se révéla être un homme corpulent d'âge moyen, au visage rubicond, et à l'habitude de renifler. Son avocat, un homme élégant au sourire narquois, présenta méthodiquement les preuves de la folie de Lady Hortense. Elle avait un chat qui mangeait dans des assiettes en argent, s'exclama l'avocat. Elle parlait à des statuettes en porcelaine. Elle exigeait que son thé soit servi à 3 heures imprécises, sinon elle faisait des crises de nerfs. Ce n'est pas de la folie, rétorqua calmement M. Tompkins. C'est de l'excentricité, une grande différence. Puis l'attaque contre le mariage d'Amalia et Alexander commença. Ils vivent dans des chambres séparées, dit l'avocat de Wilson en montrant des documents. J'ai les témoignages des domestiques. Ils vivaient, corrigea M. Tompkins, au passé. Maintenant, Lord et Lady Sterling partagent une chambre. Et ils sont plus qu'heureux en mariage. Alexander serra la main d'Amalia sous la table. Elle serra la sienne en retour. Le juge, un homme âgé aux favoris grisonnants, écouta les 2 parties et annonça une suspension pour délibérer. Amalia et Alexander sortirent dans le couloir. Elle tremblait, mais pas de froid. « Et si nous perdons » murmura-t-elle. « Nous ne perdrons pas » dit Alexander en lui passant un bras autour des épaules. « Nous avons dit la vérité, et la vérité triomphe toujours. Depuis quand es-tu devenu optimiste ? Depuis que je t'ai épousée, dit-il en l'embrassant sur la tempe. Tu as une mauvaise influence sur moi. » Elle eut un petit rire en se blottissant contre lui. 1 heure plus tard, le juge revint. Le silence se fit dans la salle. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, commença le juge. Je suis parvenu à la conclusion que Lady Hortense Hargreaves était saine d'esprit au moment de la rédaction de son testament. L'excentricité n'est pas la folie. Sa condition de mariage, bien qu'inhabituelle, n'est pas contraire à la loi. Amalia retint son souffle. Quant à l'authenticité du mariage de Lord et Lady Sterling, poursuivit le juge, je trouve les accusations de M. Wilson infondées. Le mariage a été légalement contracté, le couple vit ensemble, et de toute évidence est très attaché l'un à l'autre. Wilson se leva d'un bond. « Mais votre honneur, l'affaire est close », dit le juge en frappant de son marteau. Le testament reste en vigueur. Monsieur Wilson, je vous conseille de vous résigner à la décision du tribunal. La salle éclata en applaudissements. Les quelques spectateurs soutenaient manifestement l'histoire romantique. Amalia se tourna vers Alexander, et il la souleva, la fit tournoyer en riant. « Nous avons gagné !» s'exclama-t-elle. « Mon Dieu, nous avons gagné !»« Je savais que ce serait le cas, » dit-il en la reposant, sans la lâcher. « La vérité triomphe. Tu te souviens ? Tu es d'une suffisance insupportable. Et tu es d'une beauté insupportable. » Il l'embrassa là dans la salle d'audience, devant tout le monde. Et Amalia s'en moquait éperdument. Ils retournèrent à Sterling Hall en triomphateurs. Les domestiques étaient alignés à l'entrée, applaudissant. Même le réservé Grimm souriait. « Félicitations, my lord, milady, dit-il. Nous sommes tous très heureux. »« Merci, Grimms, sourit Amalia, pour tout. » Cette nuit-là, ils organisèrent une petite fête, juste tous les deux, avec une bouteille de champagne et un feu de cheminée.
Amalia était assise par terre devant le feu, le dos appuyé contre un fauteuil. Alexander était allongé à côté, la tête sur ses genoux. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle en passant ses doigts dans ses cheveux. « Quoi ?» Que tante Hortense était un génie. Elle nous a forcés à nous marier, sachant que nous étions parfaits l'un pour l'autre. Elle a vu ce que nous ne voyions pas. « Ou alors elle voulait juste nous embêter tous les deux ?» sourit Alexander. Et par hasard. Tout a bien tourné. Cynique, réaliste, un romantique dans l'âme. Il tourna la tête et la regarda d'en bas. « Seulement pour toi. » Amalia se pencha et l'embrassa sur le front. Oh, je t'aime, Alexander Sterling, même si tu es un âne arrogant et têtu. Et je t'aime, Amalia Sterling, même si tu es une sorcière caustique et insupportable. Ils se mirent à rire, et le rire se transforma en baiser, et les baisers en quelque chose de plus. Le feu s'éteignait, le champagne se réchauffait dans les coupes, mais ils s'en fichaient. Ils étaient chez eux, ensemble. Un an plus tard, Amalia se tenait dans le jardin, regardant Alexander jouer avec leur Golden Retriever, un chiot stupide qu'ils avaient acquis 3 mois plus tôt et qui avait immédiatement conquis toute la maison. « Baron, rapporte !» cria Alexander en lançant un bâton, et le chien s'élança à sa poursuite en aboyant de joie. Amalia sourit, caressant d'une main son ventre arrondi. Elle était enceinte de 5 mois, et le bébé donnait déjà des coups de pied vigoureux, surtout le soir. Alexander revint, essoufflé et heureux, Baron sautillant autour de lui. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en l'enlaçant par derrière et en posant ses mains sur son ventre. « Merveilleusement bien, » dit-elle en s'appuyant contre lui. « Le petit n'arrête pas de donner des coups. »« Peut-être la petite, » corrigea-t-il. « Je parie toujours sur une fille. Et moi sur un garçon. »« On parie ?»« Encore, » rit-elle. « Nous avons déjà parié une nouvelle voiture, 3 chevaux et un piano à queue. »« Alors parions sur le prénom. Si c'est une fille, c'est moi qui choisis. Si c'est un garçon, c'est toi. » Marché conclu. Ils restèrent ainsi, regardant le coucher de soleil qui peignait le ciel de teintes roses et dorées. Baron s'était couché à leurs pieds, soupirant de contentement. « Un an s'est écoulé, » remarqua Alexander. « Le testament est exécuté. L'argent est à nous. »« Oui, » dit Amalia en se tournant dans ses bras. « Mais tu sais quoi? Je donnerai tout cet argent pour revivre cette année, exactement comme elle s'est passée, même la chute dans le lac. Même ça, dit-elle en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser, parce que ça m'a conduite à toi. Techniquement, c'est tante Hortense qui t'a conduite à moi. Alors merci, tante Hortense, dit Amalia en levant le visage vers le ciel. Où que tu sois. Et merci à Sir Whiskers, ajouta Alexander, d'avoir accepté de ne pas être l'héritier. Ils se mirent à rire. Sir Whiskers, d'ailleurs, vivait très bien dans leur maison, avec sa propre chambre et sa gamelle en argent. Il semblait tout à fait satisfait de son sort, même sans héritage. « On rentre ?» proposa Alexander. « Il va bientôt faire froid. »« Allons-y, » dit Amalia en lui prenant la main. Ils entrèrent dans la maison, leur maison, remplie de lumière, de rire, d'amour. Une maison qui avait cessé d'être une prison pour devenir un paradis. Et Amalia comprit que tante Hortense leur avait vraiment offert le plus grand des cadeaux. Non pas de l'argent, mais la chance de trouver l'amour là où ils ne l'attendaient pas. Dans ce testament à double tranchant, le piège n'était pas dans les conditions, mais dans le résultat. Car ils n'avaient pas seulement vécu 1 an ensemble, ils l'avaient vécu heureux, et comptaient le vivre ainsi pour le reste de leur vie. Alexander et Amalia Sterling vécurent une longue et heureuse vie à Sterling Hall. Ils eurent 4 enfants. Le premier fut un garçon, nommé Edward Horatio, en l'honneur du défunt duc et par dérision envers M. Wilson. Ils ne cessèrent jamais de se disputer, mais apprirent à résoudre leurs conflits par des baisers. La parcelle de terrain contestée fut transformée en parc public, ouvert à tous. Et le portrait de tante Hortense avec Sir Whiskers dans les bras
occupa une place d'honneur dans leur salon, comme un rappel que parfois, les plans les plus fous mènent aux plus beaux résultats.